C'est avec beaucoup de plaisir que je passe la parole à Éric Laurent, qui est psychanalyste et qui est actuellement délégué général de l'Association mondiale de psychanalyse, qui s'inspire des travaux de Jacques Lacan. Comme on le voit, la preuve que la psychanalyse n'est pas une science, c'est que je n'ai pas de slides. En fin de journée, il faut aller vite. François Ansermet et Pierre Magistretti ont conservé l'homonymie proposée par Éric Kandel entre la trace laissée par une expérience d'apprentissage associatif dans le système nerveux et les traces dont parle Freud dans son esquisse qui figurait il y a peu dans le slide qu'avait Lionel Nakache. Alors, ils impriment cependant une torsion essentielle au modèle Kandel dans la mesure où ils mettent l'accent moins sur l'inscription que sur les processus de consolidation-reconsolidation constante que découvre la propriété de plasticité du système nerveux. Ils subvertissent aussi le modèle Kandel en incluant, sous la notion de trace, les stimulations venues de l'intérieur du corps, faisant du cerveau l'organe de l'homéostase, aussi bien des sensations que des sensations venues donc du corps et de l'extérieur. Ils maintiennent l'horizon d'une compossibilité, comme aurait dit peut-être Leibniz, de rendre compte des faits psychiques sur la base d'une association de traces laissées par l'expérience dans le système nerveux ainsi conçu, mais avec une discontinuité fondamentale, puisque le phénomène subjectif comme tel échapperait à la réduction au mappage trace-comportement. Le décalage essentiel introduit par la réassociation constante entre traces aboutit à produire de l'unique, du chaque fois différent, selon la variation des états du cerveau au cours du temps. Il généralise cette approche en prenant en compte les mécanismes épigénétiques, d'où leur formule, je cite, « L'individu se révèle génétiquement déterminé pour ne pas être génétiquement déterminé ». Une autre, « La plasticité permet d'exploiter à l'extrême le spectre des possibles différences, laissant toute sa place à l'imprévisible dans la construction de l'individualité ». Il serait ainsi possible de rendre compte de l'ajointement du sujet qui parle avec le fonctionnement de l'activité biologique comme telle, celle du cerveau comme celle du corps, à partir des paradoxes du système d'apprentissage. Alors, j'aimerais souligner qu'évidemment, la représentation du système de traces a beaucoup de points avec les fonctionnements du système langagier ou du système des signifiants, tels qu'ils sont présentés par la relecture lacanienne de Freud. Au fond, il nous montre qu'il y a un certain nombre de propriétés qui sont déjà là dans les traces, en particulier dans cet effacement, l'effacement du pas sur la plage. Mais j'aimerais, bien qu'il soit tard, pousser la question un peu plus et nous interroger, y a-t-il vraiment une continuité entre les lois du psychisme et les lois telles que en témoigne la fixation des traces dans le système nerveux qui relèvent en droit de la physique? Y a-t-il une continuité entre les lois de la physique et les lois propres au champ psychique? C'est donc par là que je voudrais interroger d'abord le projet freudien de projet de psychologie, qui se construit en effet à partir de l'état de la neurologie de la fin du XIXe siècle. La théorie de l'inscription dans le système psychique d'une facilitation provoquée par la décharge et l'expérience de satisfaction qui la constitue en est bien issue. Une quantité Q cherche à se décharger en circulant dans le système nerveux jusqu'aux voies efférentes. Cependant, l'énergétique de Freud est d'emblée problématique, car la quantité qu'il suppose est marquée d'une spécificité irréductible aux autres quantités biologiques. Comme le posait comme question Philippe Lassagna il y a peu, c'est que cette quantité-là est supposée par Freud réservée au seul domaine sexuel. La libido est une quantité postulée constante dans les opérations de déplacement, condensation, refoulement qui marquent les représentations du sexuel dans l'activité psychique sur la base de, dans ce champ,
rien ne se perd, comme c'est une phrase que François Ansermet rappelait. Cette quantité, dite libido, rend compte aussi des phénomènes d'excès ou de défaut de présence des représentations dans les différentes pathologies. Là, non pas en question de seuil liminaire ou pas, mais par le fait que les mécanismes de contrainte obsessionnelle sont marqués d'un excès, d'un plus radical, tandis que le fading des mécanismes hystériques renvoie à un moins, tout aussi radical, de l'expérience de satisfaction. À mesure que l'œuvre de Freud se développe, cependant, le modèle du principe de plaisir, conçu comme décharge de libido, est mis toujours plus en doute. Avec l'hypothèse d'un au-delà du principe de plaisir, la rupture est consommée avec les mécanismes biologiques supposés dans le projet de psychologie. Et enfin, le malaise dans la civilisation, 1929, vient affirmer que c'est dans l'articulation avec le lien social comme tel, la civilisation, qu'il faut chercher à rendre compte d'un impossible à décharger, de l'impossible au sein même de la satisfaction sexuelle comme telle. Alors, civilisation, là, je sais qu'on peut maintenant parler de civilisation des singes, puisque maintenant qu'on les a extraits de laboratoire pour les étudier dans le milieu naturel, on a des civilisations distinctes. Mais c'est des civilisations qui n'ont pas de malaise de ce genre. On passe ainsi, dans le parcours de l'œuvre, de la référence à la biologie à l'hypothèse d'une antibiologie, où l'articulation du corps au social implique la relation essentielle à une mort qui n'est plus celle dont rend compte la biologie. La psychanalyse, alors, ne relève plus de la perspective d'une psychologie compatible avec Helmholtz, compatible avec les lois de la physique. C'est ce dont prend acte après-guerre Jacques Lacan dans ses propos sur la causalité psychique. Il se refuse à localiser dans le système nerveux, comme le faisait son camarade Henriet, dans sa neuropsychiatrie jacksonienne, dans la mesure où le mental comme tel, dit-il, relève d'une autre dimension que celle de l'espace de la physique. Notons cependant qu'Henriet respectait la différence, enfin la reconnaissait, la différence entre psychose toxique et psychose comme telle, les problèmes que M. Habib tout à l'heure a soulevés. La position de ne pas admettre que la genèse du trouble mental comme tel relève de l'espace physique est en un sens cartésienne, de substance. Mais c'est un Descartes passé par Husserl et par ses méditations cartésiennes, et donc tout entier marqué par la phénoménologie. Jacques-Alain Miller, dans 2008, dans un commentaire de ce texte de Lacan, soulignait l'importance de l'opposition entre la notion de l'activité psychique telle que décrit le neuropsychiatre et la fonction subjective qui, dès que le sujet parle, est toujours marquée de la faille, du défaut, du manque. À l'activité psychique, doublon du fonctionnement neuronal, Lacan oppose la chaîne bâtarde de destin et d'inertie, de coups de dés et de stupeur, de faux succès et de rencontres méconnues qui fait le texte d'une vie humaine. De même, plus encore que dans la névrose, les phénomènes cliniques de la psychose mettent en jeu non seulement la sensorialité, mais une signification personnelle qui vise le sujet. La folie est vécue tout entière, dit-il, dans le registre du sens. Et au fond, l'expérience de Gazzaniga, que M. Nakache vient de nous présenter, y compris dans une suggestion de ce type par un mécanisme neuronal, on voit que le sujet est pris dans la dimension du sens et il trouve un sens à ce qu'il effectue. On pourrait dire que d'ailleurs que Freud lui-même prenait pour ce type d'expérience non pas la sophistication de ce que permet actuellement les techniques neurologiques, mais il avait la suggestion post-hypnotique, c'est-à-dire qu'on donne la suggestion, le sujet trouve toujours une raison à accomplir la suggestion. On vit dans le sens. Dès lors que l'homme parle, il est soumis à la question de sa vérité, et ses identifications les plus intimes viennent répondre au paradoxe de son lien à ce qu'il dit et à ce qui lui a été dit. La différence entre la suggestion post-hypnotique et l'expérience neurologique, c'est que la suggestion post-hypnotique est dite, elle est oubliée, mais elle s'appuie sur ce dit. Au fond, la matérialité de l'inconscient en ce sens n'est pas faite d'apprentissage, elle est faite de choses dites au sujet
qui lui ont fait mal, qui sont insupportables à entendre, et de choses impossibles à dire, qui le font souffrir. L'opposition entre les principes de fonctionnement du système nerveux, relevant en droit des lois de la biologie et de la physique, et le registre ici posé d'une autre causalité pour fonder la psychologie, ou le champ psychique, si l'on veut, est bien marqué. Le système de représentation implique la satisfaction et le rapport au vivant. Alors, c'était donc tout l'enjeu de la lecture de l'esquisse, comme elle s'appelait avant, le projet de psychologie, qui était un texte resté inédit du vivant de Freud, dont la publication est effectuée en 1950. Ce texte sera lu avec passion dans le mouvement psychanalytique, aussi bien dans les cercles de l'ego psychology autour de Ernst Kress qu'autour de Lacan. Éric Kandel, faisant la cour à Mademoiselle Kress, fréquentant la famille, tirera la leçon de ses lectures freudiennes. Il accomplira le projet du collègue de Kress, Heinz Hartmann, qui souhaitait faire rentrer la psychanalyse dans la psychologie générale. Kandel l'a fait rentrer dans la neurologie générale. Lacan lira l'esquisse comme le fonctionnement d'une mémoire particulière. Et dans la citation de 1912 nous a montré Lionel Nakache, on voit l'opposition dans le texte de Freud entre ce qui pour lui est la mémoire, la représentation consciente présente à la conscience, et ce qui ne l'est pas. Et là, l'inconscient, dans cette citation-là en tout cas, veut dire mémoire, strictement. Donc, Lacan lit l'esquisse comme fonctionnement d'une mémoire particulière. Il ne la lie pas à des phénomènes de facilitation, mais à des phénomènes d'impossibilité de trajet. La cybernétique de l'époque lui donne des ressources pour situer les impasses du fonctionnement de cette mémoire articulée à du vivant. Jean-Pierre Dupuy a bien noté que, dans un texte 1994, a bien noté que Lacan s'intéressait à l'époque à la théorie des circuits fermés réverbérants que McCulloch avait reprise à Lawrence Kuby et connaissait les travaux du neuroatomiste britannique John Young visant à tester cette théorie sur le poulpe. En séminaire 1955, Lacan parle du poulpe qui se balade comme par là, et Dupuy, qui connaît la référence, l'a bien repéré. Donc, Lacan peut à la fois considérer que les traces freudiennes sont des signifiants, ce qui est un coup de force de dire ce sont des signifiants. Pour Freud, ça ne l'était pas. De dire ce sont des signifiants, cependant, elle doit être absolument liée au système du vivant comme tel. La solution originale qu'il propose est que cela s'effectue par des points d'impossible. Le vivant sur lequel se connecte le système symbolique comme un parasite est produit de l'impossible à représenter. Alors, la première conséquence, c'est qu'il n'y a aucune possibilité d'une représentation unifiée de l'expérience de jouissance. Elle ne peut pas se dire toute dans son réel, pas plus que la vérité. C'est là où Lacan reprend la déclaration de Freud, 1916, il n'y a pas de représentation du sexuel général, il n'y a pas de ganze sexual Strebung. Cette perspective s'oppose au point de vue cognitif, selon laquelle la relation de l'individu à son corps et au monde trouve à s'unifier. Ce peut être sous une forme analogue au sens commun aristotélicien, comme le soutient Stanislas Dehaene, 2007. Ce peut être aussi sous la forme, ou encore Antonio Damasio ce matin, par ses fonctions d'intégration qui donnent une image du corps, avec une proto-intégration, une autre intégration. C'est une direction aristotélicienne. Ce peut être aussi par la multiplicité modulaire proposée par Daniel Dennett, critiquant radicalement toute perspective unificatrice. L'important est néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, que, en droit, toute l'activité psychique, unifiée ou pas, qui répond au corps vivant, peut trouver à se représenter. Pour la psychanalyse, rien n'assure cette adéquation du corps et du sujet. Même l'accès à l'image du corps, ô combien unificatrice et fascinante, comme notre société des images l'exploite, ou encore avec toutes les ressources que l'on peut tirer par l'extension de passage du neurone miroir multipliant toutes les fonctions de réciprocité imaginaire. Mais pourtant, elle n'annule pas le morcellement initial du rapport au corps, l'expérience du corps morcelé. De même, sur le plan non plus de l'image, mais du texte de la vie, loin qu'il y ait une fonction de synthèse mentale totale, l'intégration même est toujours parcellaire.
Et ce qui s'appelle sujet, c'est justement le parcellaire de toute cette intégration. Donc, d'un côté, l'activité, de l'autre, l'impossible. Pour approcher cet impossible, je voudrais m'appuyer sur deux auteurs qui ne sont pas du champ de la psychanalyse, mais qui ont saisi l'articulation de l'impossible dans le champ du rapport du sujet au langage, qui sont l'un Chomsky et l'autre Quine. Qu'est-ce qui peut donc autoriser le cognitivisme à avancer l'assurance d'une représentation exhaustive de l'activité psychique alors qu'elle échappe à tout savoir saisissable par le sujet? C'est l'introduction par Chomsky, d'abord dans les années 50, de la notion de règle inconnue pour rendre compte des apories de l'apprentissage du langage. Partant de l'impossibilité pour un sujet d'apprendre une langue à partir de ce qu'il a entendu, selon les hypothèses de l'apprentissage associatif, Chomsky a proposé une coupure radicale. Je prendrai la façon dont M. Galistel, 2007, la retrace. Au fond, pour la tradition de l'apprentissage associatif dont se réclame Candel, le cerveau est malléable. Il se reconfigure lui-même pour s'adapter à l'expérience. Il n'existe pas d'organe d'apprentissage spécifique au thème traité qui calculerait des représentations de différents aspects du monde à partir de différents aspects de l'expérience de l'animal. Chomsky a suggéré qu'au contraire, l'apprentissage passerait par des organes d'apprentissage distincts, dotés chacun d'une structure qui leur permettent d'apprendre un type particulier de faits contingents à propos du monde. Les faits non contingents, les vérités universelles, elles, ne sont pas apprises. Elles sont implicites dans la structure des organes d'apprentissage. Ainsi, l'organe spécialisé apprend et le sujet est censé suivre une règle qui lui reste inconnue. Comme l'a très bien noté Jean-Claude Milner dans sa Science du langage, c'est à la généralisation de la notion de règle inconnue que le cognitivisme a procédé. Cette conception s'oppose de façon radicale au caractère explicite et déclaré de la règle qui reste essentiel pour Wittgenstein, qui rappelle et qui tout le temps s'est opposé à l'idée qu'on peut y avoir des règles inconnues, tradition reprise par Kripke. Ce n'est pas la même chose que de paraître obéir à des règles et de se conformer à des lois objectives. La conception modulaire de l'esprit, proposée par Jerry Fodor, après le dégagement du module de la vision par David Marr, 1980-1983, accomplit le passage de la conception computationnelle de Chomsky à une conception computo-représentationnelle de l'esprit. Ces deux conceptions sont fondamentalement différentes sur les rapports qu'entretiennent le langage et le monde. Pour Chomsky, le langage ne parle pas du monde. Les mots sont par eux-mêmes dépourvus de référence. La référence ne s'inscrit pas. Elle est une action accomplie par des agents humains. Comme le note Pierre Jacob, 2007, à la différence de ce que c'est un être humain, ce qu'il fait est, selon Chomsky, destiné à rester un mystère. La grammaire générative a ouvert la voie à la compréhension scientifique d'un aspect de ce que c'est un être humain, c'est-à-dire sa faculté de langage. Mais un fossé épistémique sépare les problèmes soulevés par la compréhension de ce qu'il sait et les mystères que suscite l'explication d'une action intentionnelle. C'est ce que Chomsky appelle l'usage créatif du langage. À l'opposé, selon la conception computo-représentationnelle, Fodor et la suite, penser n'est pas une action intentionnelle. Le processus cognitif qui transforme ma perception auditive du stimulus en représentation conceptuelle du chien, mon symptôme mental chien, est indépendante de toute intention de faire référence à un chien. Cette conception balaie l'objection de Searle connue sur la chambre chinoise, mais balaie aussi à peu près tous les obstacles devant sa généralisation. La multiplicité modulaire autorisée par cette conception présente aujourd'hui un pullulement tel
que la conception recherche son rasoir d'Occam. Fodor lui-même considère que l'état actuel est celui d'un modularisme devenu fou, ce qu'il appelle donc modularism gone mad. La théorie computo-représentationnelle de l'esprit, contrairement à Chomsky, souhaite créer un pont entre la psychologie naïve et les modèles computationnels des sciences cognitives. Elle veut fonctionner comme un pont reliant le monde des causes au monde des raisons, la physique et le champ psychique. C'est ce que refuse Chomsky en réservant la place du mystère, c'est aussi ce que refuse Donald Davidson, soulignant bien que s'il n'y a qu'une seule substance, il faut garder au champ psychique, régi par les raisons et non pas par les causes, un caractère sans loi. C'est pour cela qu'il définit sa position comme celle du monisme anomal. Là-dessus, voir l'étude de Daniel Andler 2002. Je voudrais donc éclairer l'une par l'autre, tout en respectant leurs différences propres, les positions de Chomsky, respectant le mystère du sans-loi de l'action humaine, l'anomale de Davidson, et l'abord par Lacan du réel dans la psychanalyse par l'impossible. Il ira dans cette voie jusqu'à parler d'un réel sans loi. La tentation, dans l'approche cognitive du champ psychique, est d'effacer cette relation d'impossible, et cela par deux voies distinctes. D'un côté, par la théorie des jeux, elle tente de produire une théorie de la décision entièrement gouvernée par un principe d'utilité maximale, selon lequel l'agent choisit, parmi les actions qui lui sont ouvertes, celle qui lui garantit en probabilité la plus grande utilité, pondérée par les probabilités subjectives. De l'autre, refusant la seule considération des processus de pensée optimisants, on voudrait réduire le sujet à la seule prise en compte des déterminations de son activité d'organisme vivant. C'est un chemin de naturalisation des processus psychiques dans leur ensemble. Je voudrais opposer à la tentation de cette naturalisation les objections que lui a adressées le professeur de Davidson, qui était Quine. Il est tard, je vais passer là-dessus. Quine, vous le savez, Quine 53 a mis en question le logico-positivisme et la distinction des énoncés universels et des énoncés dépendants de l'expérience, en montrant que ce soit les énoncés dits universels et les énoncés de l'expérience, ceux qui, soi-disant, les énoncés analytiques ne dépendant d'aucune expérience, dépendent en fait de la langue, dépendent de l'apprentissage de la langue comme telle, et qu'il faut là aussi une expérience pour comprendre les vérités universelles. Il faut au moins pouvoir comprendre la langue. Et au fond, il dit la véritable naturalisation est celle qui nous permet de comprendre qu'il n'y a aucune expérience qui ne dépende à un dernier moment de la langue dans laquelle elle est formulée, la langue de la science, voire même de la langue de la logique en tant qu'elle se formule, mais qui dépend d'un mécanisme propre à cette langue-là. Donc je passe Quine, mais simplement pour souligner que lui aussi arrive à faire du langage comme tel, dans sa particularité, le lien social qui est notre naturalité proprement dite. Pour aller vite encore, je rapprocherai les rapports du système symbolique et de l'expérience de jouissance en psychanalyse de la conception quinienne du réel. Il disait ceci, lui, à propos de l'apprentissage du réel, « Chacun de nous apprend à compter certains énoncés comme vrais. Il y a des énoncés dont la vérité est apprise par beaucoup d'entre nous, d'autres dont la vérité est apprise par peu ou aucun d'entre nous. Les premiers énoncés sont plus analytiques que les derniers. Les énoncés analytiques sont ceux dont la vérité est apprise de cette façon par nous tous, mais ils ne diffèrent pas de manière notable de leurs voisins. Nous ne pouvons pas toujours dire lesquels ils sont. » Eh bien, si nous disons que le réel propre que rencontre le sujet en tant qu'il est défini par l'inconscient freudien qui a rapport avec l'expérience sexuelle au sens large, c'est très allostatique, le sexuel selon Freud, ça dévore beaucoup d'appareils. Mais gardons ceci, le sujet rencontre la jouissance de façon contingente. C'est un réel auquel il croit, qu'il pose comme extérieur à lui, dans la construction non seulement imaginaire,
comme Daniel Vidloché soulignait à quel point cette dimension a de l'importance dans la construction du fantasme, mais aussi c'est un point de réel, une sorte de système théorique par lequel le sujet est relié à son expérience de jouissance. La sublimation, ou le partage du fantasme, est du même ordre que la construction quainienne. Chacun de nous rencontre de façon contingente certains mots ou certains énoncés qui sont liés à la jouissance. Il y a des énoncés fantasmatiques qui peuvent être partagés par beaucoup, d'autres par très peu, certains par aucun. Les premiers sont davantage sublimés que les derniers. Certains traits les plus intimes des expériences de jouissance des grands artistes arrivent à être partagés par presque tous. Ils sont sublimés. Prenons l'exemple de rencontre entre un énoncé et une expérience de jouissance, celle que donne Michel Leiris à l'orée même de son grand œuvre, L'âge d'homme. C'est un souvenir publié dans Bifur. Il vient marquer son rapport au bonheur, ou plus exactement au malheur et aux femmes. Alors qu'il jouait au petit soldat dans la même pièce que sa mère, un soldat qu'il aimait particulièrement va tomber. Il le rattrape juste, il s'exclame « Heureusement !» Sa mère le reprend immédiatement et lui dit, très froidement, « On ne dit pas heureusement, on dit heureusement. » On sait que toute sa vie, que le rapport de Leiris au bonheur ne fut jamais facile. Il a entrepris une psychanalyse après une tentative de suicide particulièrement sévère, après une nuit compliquée avec Georges Bataille. Par ailleurs, il a construit une littérature d'un style admirable, marqué par une clarté rigoureuse, c'est-à-dire qu'il n'a plus jamais permis à quiconque de le reprendre sur l'usage. C'est lui qui est devenu le maître. L'état du heureusement de Michel Leiris, c'est celui qui vient marquer la limite impossible à franchir de l'origine du nouage entre symbolique, imaginaire, réel, d'une expérience de jouissance. C'est celui d'un langage d'avant les usages routinisés de l'usage qui peut s'apprendre. Cet état du langage, Lacan l'appelle la langue, en un seul mot, qui marque le rapport le plus privé, le plus intime à la langue publique. C'est le bruit de la langue pour chacun à l'intérieur même de la langue qu'il utilise. L'isolement des éléments du fantasme privé dans ce qu'ils ont de plus réel ne s'obtient qu'à l'issue d'une analyse. Le trajet ne peut être évité. On ne peut pas y avoir accès en dehors même du système de la langue propre de chacun. Comme chez Quine, d'ailleurs, on n'a accès au réel qu'en passant par la langue proprement dit dans laquelle se formule l'expérience. Pour pouvoir s'adresser au partenaire, le sujet lui prête des sentiments, des croyances, des attentes en réaction à ce qu'il dit, et il souhaite agir sur les croyances et les attentes qu'il anticipe. Le déchiffrage du sens dans les échanges entre analysants et analystes n'est pas seul en jeu. Il y a la visée de celui qui dit. Il s'agit de récupérer quelque chose de perdu auprès de son interlocuteur. Cette récupération d'objets donne la clé du mythe freudien de la pulsion. Elle fonde le transfert qui noue les deux partenaires. La formule de Lacan selon laquelle le sujet reçoit de l'autre son propre message sous forme inversée inclut et le déchiffrement et la volonté d'agir sur celui à qui l'on s'adresse. En dernière instance, lorsque l'analysant parle, il veut, au-delà du sens de ce qu'il dit, atteindre en l'autre le partenaire de ses attentes, de ses croyances, de ses désirs. Il vise le partenaire de son fantasme sans qu'il puisse attendre une jouissance qui serait la bonne. La découverte de la psychanalyse est d'abord celle de l'impuissance du sujet à atteindre la pleine satisfaction sexuelle. C'est ce qui désigne d'abord du terme de castration. Lacan l'a généralisé en formulant l'impossibilité qu'il y ait une norme du rapport entre les sexes. Il y a donc à l'horizon le patou, l'impossible, le trou. Bon, maintenant faisons-en à l'usage que peut faire la psychanalyse des neurosciences. Il y a un usage immédiat des différentes approches des neurosciences par les psychanalystes qui viserait à boucher le trou de l'expérience de jouissance. Par exemple, ce que j'appelle usage immédiat,
C'est lorsque Mark Solms affirme « les cartographies neurologiques récentes sont en adéquation avec la description faite par Freud », etc., etc. Donc, en la région centrale du tronc cérébral, voilà le ça, la région frontale, c'est le moi et le surmoi, etc. Je veux dire, si c'est ça, la psychanalyse est une discipline inutile. Il y a un usage immédiat lorsque le courant actuel de l'ego-psychologie propose de repenser la psychanalyse à partir de la conscience, sous le titre « Un chaînon manquant dans la technique psychanalytique, la conscience psychanalytique », Monsieur Bush, 2004, s'étonne, enfin c'est la version de l'ego-psychologie new-yorkaise, s'étonne de ce qui est si intéressant pour les neurosciences, la conscience, n'intéresse pas la psychanalyse. De même, si M. Villochet me le permet, l'usage qu'il fait, me semble-t-il, des cartographies émotionnelles de M. Damasio pour former son ontologie de la signification de l'affect, me semble peut-être entrer un peu en corrélation avec les propositions d'Antonio Damasio. En fait, je pense que l'utilisation directe des neurosciences est toujours susceptible d'être envoyée à un usage métaphorique ou à faire fonctionner la psychanalyse comme un métalangage. C'est une partie des critiques que Lionel Lacache faisait. Je proposerai plutôt un usage média des neurosciences pour la psychanalyse, médiatisé par une des conséquences quasi immédiates des apports des neurosciences, qui sont actuellement les médicaments. Si l'on en croit le rapport publié il y a peu par The Academy of Medical Science et que commente la revue L'Economist de cette semaine, les travaux que nous venons d'entendre aujourd'hui de M. Lemoyle ou ceux de Mme Alberini sur la condition de la reconsolidation de traces sont en train de rejoindre d'autres travaux de pharmacodynamique sur les dérivés du glutamate. Ils vont donner lieu, Mme Alberini nous a parlé des expériences en cours au Mount Sinai sur l'action possible sur les PTSD. Donc, ils vont donner naissance à une nouvelle génération de médicaments promettant de mieux fixer les souvenirs ou au contraire de pouvoir les défaire, à condition d'accepter la synonymie entre consolidation, reconsolidation de la trace et fixation, oubli du souvenir. Déjà, en février, Alex Berenson rendait compte dans le New York Times des travaux du Dr Shoup, qui travaille depuis plus de 10 ans sur le glutamate, après, comme il le dit, avoir été amoureux de la dopamine. Il a longtemps travaillé pour Eli Lilly, maintenant il vient de passer en 2007 chez Merck, qui lui offrait plus de moyens pour passer aux essais préalables à la mise sur le marché. Au moment où la dopamine semble moins séduire, le glutamate va permettre de produire tout un renouveau d'espoir. Il s'annonce, après que la mise en cause des effets de la fluoxétine ou des antidépresseurs de la même famille, dans l'étude d'Eric Turner de l'Université de l'Oregon, publiée en janvier 2008 dans le New England Journal of Medicine, donne un effet dépressif sur les enthousiasmes qui avaient été soulevés. Vous vous rappelez, les années 90, Remember the Prozac Nation, etc. Là, on est sous le coup plutôt, vous vous rendez compte, ça ne pourrait pas avoir beaucoup plus d'effet que le placebo. Il n'en reste pas moins que, même si les résultats des méta-analyses sont contestés par les méthodologies d'inclusion, il n'en reste pas moins que certains psychotropes sont adoptés, aimés, utilisés avec passion, en dehors des indications qui leur sont assignées. Les sujets s'emparent de ces substances et en font leur objet de secours, d'addiction ou d'usage mesuré, que ce soit pour le Prozac, pour les médicaments de la dysfonction érectile, pour les stimulants de l'attention. L'usage off-label témoigne de la façon dont le médicament est un instrument d'exploration du corps et de sa jouissance par ses multiples usages. La revue Nature, au premier trimestre de cette année, a lancé une étude informelle sur l'usage de la Ritaline parmi ses lecteurs. Parmi les 1400 lecteurs qui ont répondu, 1 sur 5 ont répondu qu'ils avaient utilisé dans les 6 mois qui précédaient la Ritaline, le Provigil ou les bêta-bloquants pour des raisons non médicales, grosso modo pour rédiger leur thèse. L'économiste d'orientation libérale pense qu'il ne faut pas trop réguler ces usages déviants. Après tout, disent-ils, les variations génétiques entre individus sont associées avec des niveaux différents de mémoire de travail. Les utilisateurs du Provigil ou de la Ritaline ont peut-être trouvé qu'ils éprouvent, de façon légitime pour eux, et pour des raisons encore inconnues, un besoin de cette substance. Au fond, par des arguments épigénétiques,
Ils retrouvent eux aussi la particularité de chaque sujet, voire son unicité, que François Ansermet et Pierre Magistretti logeaient grâce à la plasticité du système nerveux. L'usage médiat des neurosciences est encore celui qui assure le plus de degrés de liberté au sujet et à la psychanalyse pour rendre compte de ce qui se présente toujours comme fuite, glissement, déviance dans l'expérience de jouissance du sujet. L'usage des neurosciences correct pour le psychanalyste, c'est celui que fait l'analysant, non pas par un apprentissage, mais une expérience de jouissance, à condition, bien sûr, qu'elle reste dans l'homéostasie. Je pourrais peut-être, avant de passer la parole à l'auditoire, faire une remarque. Psychopharmacologie et neurosciences ne sont pas nécessairement superposables. Je veux dire, je pense qu'il y a eu pendant de nombreuses années, dans les années 50, 60, 70, effectivement, la psychopharmacologie a peut-être aidé d'ailleurs, parce que les neurosciences, ça se développait pour trouver des cibles a posteriori. Comme vous le savez, beaucoup de ces médicaments ont été découverts de manière d'ailleurs fortuite. Mais je pense que justement l'étape fondamentale qui a été franchie, je pense depuis les années 80, 90, et je crois qu'il faut la reconnaître, c'est que les neurosciences, je me répète, ce n'est pas seulement des molécules et de la psychopharmacologie. Il y a toute une série de processus, on a parlé aujourd'hui de plasticité, qui peut être prise effectivement, d'ailleurs comme on l'a dit, de manière très déterministe, mais aussi par notamment les mécanismes de reconsolidation comme libération du déterminisme. Donc, je comprends votre argumentation et votre critique, mais je pense qu'il faut peut-être, je vais caricaturer, je pense que la critique frontale de la psychopharmacologie comme amalgamée aux neurosciences est un petit peu une bataille en retard. On n'en est plus là. Je pense que la question maintenant est de travailler sur les connaissances actuelles des neurosciences qui vont bien au-delà. La psychopharmacologie, c'est 10% des neurosciences. Et que peuvent apporter les neurosciences nouvelles dans ce dialogue avec la psychanalyse qui, comme je le répète, je disais ce matin, il y a des questions fondamentales du cadre psychanalytique qui peuvent être abordées de manière tout à fait équilibrée par ces deux approches. Et je me permets, si vous me permettez, Eric, d'être un peu critique par rapport à ce que moi j'estime être un amalgame un peu rapide de neurosciences et psychopharmacologie. Sur ce point, je n'amalgame pas. Je dis, il y a les neurosciences, il y a la pharmacologie, mais je trouve en effet que la psychanalyse, elle a un rapport direct à l'effet des substances psychotropes et justement à leur adoption. Le fait que maintenant, non seulement il y a l'usage qui peut se repérer à l'hôpital et qui peut être, Daniel Vidloché en a parlé, qu'on peut classifier, essayer de repérer un certain nombre de choses, et il y a tout l'usage off-label, très généralisé, qui rentre dans notre civilisation du médicament et de la performance, où le sujet a un certain nombre de... Mais je pense que là, on est sur un autre champ que, voilà. que le dialogue neurosciences-psychanalyse. Pour poursuivre votre interrogation, je vous remercie pour vos exposés en tant que Lionel Nakache et Daniel Vidloché. Et j'aimerais revenir à la question de la thérapeutique proprement parlant. Parce que si on parle des cas cliniques, la psychanalyse a-t-elle besoin d'une telle défense, on peut dire, parce que la preuve a été faite. Mais l'abus clinique, et j'en passe d'épistémologie différente, de psychanalyse et psychothérapie, parce qu'on n'est pas là, et c'est pas la question. L'abut final de la cure analytique, c'est la connaissance de soi, c'est la maîtrise, si on peut se dire, de cette connaissance par le sujet. Tandis que j'aimerais révéler un petit peu la question de cette helplessness, comme on dit. Et là, je me rappelle de la phrase de Winnicott à propos de helplessness de sujet, traité uniquement par les moyens neurophysiologiques et sans passer par la cure analytique ou psychothérapeutique. Je répète, on n'est pas là.
C'est-à-dire, ne pensez-vous pas, et j'aimerais poser cette question à vous aussi, parce que nous sommes du même côté du problème, ne pensez-vous pas que ces deux approches sont très complémentaires et très nécessaires pour la cure, pour la thérapeutique? Les deux approches sont Complémentaires et nécessaires. Les deux approches. Si on a le patient qui est traité par les moyens, par les méthodes, par la cure neurophysiologique, je dirais neurothérapeutique, l'approche psychanalytique ou psychothérapeutique est nécessaire dans ce cas. Sinon, on laisse ce patient dans cet état de helplessness, qui est l'état désemparé, je peux le traduire ainsi si vous voulez, qui le laisse seul. Il faut demander justement aux praticiens de la pharmacopée qui n'ont pas l'idée que c'est toujours obligatoire, enfin qu'il va de soi que le patient à qui on donne une médication doive en plus, il n'y a que, je crois que dans les diapos que M. Jeannereau avait présenté, où on voit comment le traitement en effet psychothérapie et imipramine a plus de succès que le traitement simplement d'imipramine, mais ce sont des sensibilités, il y a des personnes qui considèrent que c'est une... En effet, moi je serais plutôt comme vous, en effet. Oui. Non, moi simplement, j'ai vraiment pas d'avis j'ai pas d'avis expert à donner là-dessus. Je veux dire, moi la psychanalyse m'intéresse comme support même, on va dire culturel, sur l'aspect thérapeutique. J'ai un avis personnel, mais j'ai pas d'avis d'expert à donner si vous voulez. Hein. Mais la complémentarité de principe, elle me paraît évidemment aller de soi, on va dire. Je veux dire que, en tout cas, il y a même aucune... indépendamment de la psychanalyse, je veux dire, la critique d'une psychiatrie biologique qui voit pas un patient et qui fait une ordonnance sans patient, je veux dire, c'est un truc ça peut exister peut-être, mais c'est caricatural. Je veux dire, en dehors de l'analyse, une prise en charge du discours du sujet. Je veux dire que toute psychothérapie, je pense, l'inclut, quoi. J'espère. François ? Est-ce que je peux reposer cette question à Daniel Vidlochet, si c'est possible? Je vous remercie beaucoup. Écoutez, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées, là. Alors, vous parliez de la complémentarité. De l'état de helplessness dans lequel on laisse le patient sans la cure analytique. Ah ben, s'il est uniquement traité... J'ai essayé de montrer que la complémentarité, c'est que l'approche de la réalité psychique n'était pas... Il n'y avait pas de ligne d'une fusion, il n'y avait pas de lien avec des approches neurophysiologiques complémentaires actuelles. Mais l'un n'empêchait pas qu'il y avait une relation de dépendance possible, que les médicaments peuvent aider quelqu'un à faire un meilleur travail psychothérapique que s'il n'avait pas de médicaments. Et vice-versa, moi je crois que... J'ai fait allusion d'ailleurs à propos de la stimulation de haute fréquence. C'est-à-dire, je crois que les symptômes sur lesquels peuvent agir les interventions du type haute fréquence ne sont pas seulement des interventions directes sur un effet qui serait à la fois neurophysiologique et psychologique, mais qu'il y a des effets indirects qui portent sur des opérations mentales qui ne relèvent pas des mécanismes neurophysiologiques sur lesquels l'action est portée, mais qui sont facilités par ça. Je crois que c'est cette relation de facilitation entre les systèmes et d'autres que moi je crois très important. François ? Oui, enfin je peux juste ajouter un mot sur ce débat. Je dirais que si on reprend le fil de la journée, neurosciences et psychanalyse, pour en tout cas Pierre Magistretti et moi-même, se rend compte sur l'incontournable de la singularité, ce qui remet en jeu la question de la clinique comme expérience de la singularité en tant que telle. Et je crois que c'est ça la difficulté entre une conception de traitement de syndrome par des a priori ou que ce que vous dites, c'est-à-dire l'état de désemparement du sujet qui peut être rencontré qu'à l'extrême du particulier, qui est mis en jeu par la clinique, qui est l'expérience de la singularité en tant que telle. Et qu'au fond du particulier, on rencontre le général. Alors, je reviens au général. Je remercie Éric Laurent de son exposé, parce qu'en fait, il fait une sorte de tour sur la journée, puisque vous reposez ce qui a été au départ dans la présentation qu'on a fait avec Pierre Magistretti, la problématique de la trace. Et nous avons mis en jeu trace et destin de la trace en termes de discontinuité.
puisque l'inscription de la trace et ses réassociations séparent de l'expérience. Mais là, vous ajoutez une nouvelle question très importante, c'est-à-dire le passage de la trace, mettons, synaptique à la trace psychique. Et vous partez d'une discontinuité, finalement, entre les lois psychiques et les lois physiques. Et là, ça laisse totalement, comment dire, c'est là toute la complexité de votre construction et de l'appel à Quine, à Chomsky. Enfin, la question de qu'est-ce qu'une trace reste ouverte à la fin de cet exposé. C'est vraiment un point de butée commun entre neurosciences et psychanalyse. Comment on peut effectivement peut-être pas entièrement ramener une trace, c'est aussi ce que Lionel Nakache a posé, on peut pas entièrement ramener une trace à une superposition entre des lois psychiques et des lois physiques. Et que là, à partir de là, ça pose la question de la place de ce qui ne dépend d'aucune expérience, hein, ce que vous avez dit. Alors, est-ce que cette position de non-correspondance entre la trace physique et la trace psychique, paradoxalement, est-ce que c'est un point heuristique de travail entre neurosciences et psychanalyse? Avant de répondre à cette question qui permettrait sans doute d'introduire une seconde journée comme celle-ci, je voudrais reprendre la question précisément des médicaments. C'est là où, si vous voulez, l'articulation, comme vient de le souligner François, entre, disons, la prescription en tant qu'elle est faite dans l'inclusion d'un sujet dans un protocole en droit universel pour la classification de ce dont il souffre. C'est autre chose que d'obtenir une prescription en tant qu'elle viserait ce sujet-là. Et trop souvent, l'art de la psychiatrie, qui est une science en partie et en outre un art, consiste à ce que le psychiatre soit suffisamment souple dans la prescription pour se laisser faire, pour que le sujet arrive à lui transmettre le traitement qui marche le mieux pour lui. Et au fond, l'argument libéral que donne l'économiste à propos de ne pas trop régler, pas trop de règles universelles, au fond, les gens font les usages des médicaments bien avant qu'on ait bien tout compris des usages de ce médicament. N'est-ce pas? Peut-être qu'il y avait des patients qui étaient bipolaires et qui utilisaient cependant du Risperdal. Pendant 10 ans, on a dit non, surtout pas le Risperdal, c'est pour les psychotiques, autre chose, thymorégulateur. Puis à un moment donné, il y a eu l'autorisation de mise sur le marché. Donc il y a eu des pionniers, il y a eu des personnes qui étaient dans la catégorie universelle là, qui on leur a dit, et qui souhaitaient eux utiliser le médicament. Au fond, se laisser faire un peu, accompagner là-dessus, c'est une façon en effet de ne pas laisser le sujet helpless par rapport à l'universel. Tu es ainsi, tu rentres dans la catégorie et tu la boucles. Là, c'est effectivement un maniement, disons, c'est faire silence sur le sujet, et c'est là où, si vous voulez, quand je dis que la psychanalyse, c'est un certain usage, n'est-ce pas, des conséquences des neurosciences, parce qu'il faut bien les neurosciences pour les hypothèses qui portent sur l'efficace du médicament, quelle que soit l'expérience de pharmacocinétique. C'est qu'il y a néanmoins là une articulation et qui touche justement à ces situations du sujet en tant qu'universel, rentrant dans telle et telle catégorie, ou au moins générale, rentrant dans telle catégorie, et ses particularités. Et tout ce qui se joue autour de la prescription dans l'usage, la façon dont on peut en effet protéger un sujet de l'aveugle de l'application de la règle générale au moment où elle peut le broyer, tout en connaissant son affaire. Il ne s'agit pas de... Mais se laisser faire suffisamment pour, à l'occasion, pouvoir répondre à côté, est là quelque chose qui, nous, ont sûrement, disons, l'abord que peut faire la formation psychanalytique dans l'exercice de l'art psychiatrique. Alors, maintenant, sur le fond de la question, en effet, il me semble que
tout l'effort, disons, à partir d'un certain point de la lecture que fait Lacan de Freud, c'est de pouvoir construire non plus à partir de traces, mais à partir de circuits dans des graphes, les fonctions du sujet. Et les graphes obéissent en effet à d'autres règles de construction que l'inscription des traces selon le système de l'apprentissage associatif. Mais maintenant, le passage, et c'est pour ça qu'en droit, il me semble, et c'est pour ça que je reprenais l'usage de Chomsky ou un certain nombre de philosophes analytiques que je citais en coup de vent, mais dans lequel on pourrait regarder ça de plus près, parce que, en effet, c'est la façon, c'est la réflexion la plus profonde, des comment concilier le déterminisme d'une expérience avec l'indétermination profonde du sujet. C'est ce qui est le point, disons, qui fait qu'un certain nombre, très conscients des questions qui se jouent là, ont souhaité, disons, formuler de façon la plus radicale, incompatibilité des lois de la physique et du psychisme. Alors, il y a une question de Philippe Lasagna et un commentaire d'Alain Berthoz. Oui, enfin, question, plutôt remarque, parce que je pensais, pour aller vite aussi, qu'au fond, le sujet humain s'appareille avec le langage. C'est l'hypothèse de Lacan. Et moi, ce qui m'intéressait en cette journée du côté des neurosciences, c'est que beaucoup d'exposés, je pense à celui de M. Lemoyle, ou je pense à celui qui montrait comment les neurosciences devenaient des neurosciences d'intervention, c'était des bases pour la chirurgie. Je pense que le sujet humain va appareiller son corps avec quelque chose qui n'a jamais existé avant. C'est-à-dire, évidemment, ça a toujours... mais je pense que, comme il y aura il y a des usages déviés des médicaments, il est évident qu'il y aura un usage de ce que le sujet humain sait du cerveau, pour lui et pour les autres. Et que là, certainement, que la psychanalyse aura à aider quelque peu les neurosciences, pour faire que le sujet se débrouille de l'appareillage nouveau qu'il a vis-à-vis de l'organe cerveau, par exemple. Je crois que c'était sensible, et ça ne passe pas par la pensée. C'est pour ça que je crois que le cognitivisme est autre chose. Et je pense que ce qui était frappant, c'est que beaucoup d'exposés des neurosciences montraient que les sujets ont se débrouillé des médicaments, des toxiques, des choses, et au fond, comme l'exposait M. Lemoyle, sans convoquer la pensée. Et ça ne déplaît pas forcément à la psychanalyse. Alors. Bon, c'est un peu le débat entre M. Lemoyle et M. Benhabib sur les citations de Canguilhem et Claude Bernard. Y a-t-il une guérison comme retour au statu quo ante, ou y a-t-il une impossibilité de retour à l'innocence? C'est-à-dire que l'objet, y compris quand on opère une réduction des symptômes par le traitement pharmacologique des psychotropes, ou lorsqu'on introduit l'électrode, on a certainement une guérison, et pourtant le sujet est appareillé à quelque chose qui est inédit. Et c'est au fond cet appareillage-là, disons le nouveau de l'appareillage, qui peut être, disons, tracé ou qui peut être saisi comme un phénomène qui s'ajoute et non pas un retour antérieur. Alain, je t'en prie. Bon, ben, je crois que c'est la fin de la discussion et de la journée, c'est ça? J'ai bien compris. Je t'en prie, oui. Oui, alors je voulais simplement dire à Pierre Magistretti et François Ansermet, au nom peut-être de tous les gens qui sont encore ici, mais aussi des professeurs du Collège de France, à quel point nous vous sommes reconnaissants d'avoir organisé cette journée qui est non seulement qui était passionnante, mais ouverte, mais aussi qui est tout à fait dans les traditions du Collège. Et je crois que tu as donné cette année à la chaire internationale, à la fois par ton enseignement et par cette journée de défi, de tolérance et de confrontation, une magnifique exemple de ce que ça doit être. Merci beaucoup.